Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public qui va prendre une forme un peu particulière, la forme que vous connaissez déjà, qui est la forme de la thématique, mais la thématique en deux morceaux. D'abord, donc, je reçois Alexandre Gady, historien du patrimoine, historien de l'architecture et historien de Paris, pour parler précisément de l'histoire de Paris, histoire de donner peut-être un peu d'envol, un peu d'épaisseur, un peu de tenant et d'aboutissant au débat municipal qui me semble d'une grande pauvreté, peut-être pas seulement à Paris. Cet entretien sera mis en ligne en deux fois. Une première fois maintenant, la première partie, et la deuxième partie, mercredi prochain, à la place de notre traditionnel Bada dans la série Si c'est pour la culture, on a déjà donné. Et puis donc, je vous rappelle que la semaine prochaine, dimanche prochain, l'émission sera enregistrée en public et en direct à l'école alsacienne. Et enfin, j'en donnerai des nouvelles la semaine prochaine. Et enfin, que le vendredi 20 mars, nous enregistrerons l'émission qui sera mise en ligne le 22. Nous l'enregistrerons au Quai d'Orsay, au Salon de l'Horloge. Place donc maintenant à l'histoire de Paris. En face de moi, Alexandre Gady. Alexandre Gady, bonjour. Bonjour. Alexandre Gady, si vous deviez présenter des lettres de créance personnelles et professionnelles pour être admis à Paris, que diriez-vous d'abord personnellement de votre rapport avec cette ville ? Je dirais que pour un petit banlieusard qui n'était jamais monté à la capitale avant ses 18 ans pour ses études parce que ses parents détestaient la foule parisienne, je suis arrivé à 18 ans et cette ville m'a pris dans ses bras. Et pour quelqu'un qui avait des attaches provinciales et qui vivait dans une banlieue pas désagréable, mais finalement assez encore rurale, qui était donc le sud des Yvelines, près de Rambouillet, le choc a été assez violent. Et j'ai assez rapidement eu envie de travailler sur cette masse, ce magma d'architecture, d'urbanisme, de beauté, qui contrastait assez fortement avec ce que j'avais pu connaître, mais aussi qui m'intriguait beaucoup. Et à l'époque, alors je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne veulent pas connaître, 85, 86, la littérature sur Paris était très différente et beaucoup moins abondante qu'aujourd'hui. Donc beaucoup de questions, beaucoup d'envie d'y répondre, pas de livres, et comme vous le savez, on écrit toujours les livres qu'on n'a pas réussi à trouver. Donc voilà, je me suis lancé à corps perdu dans la recherche de cette histoire de Paris, qui vous amène, même si on a une spécialité comme historien, bien sûr, moi je suis 17e selon les tranches de gâteau qu'on présente à l'université, ça vous amène, quand vous travaillez sur Paris, à être vraiment un peu multicarte. On ne peut pas comprendre Paris sans le substrat antique, sans l'héritage médiéval, bien sûr sans l'époque classique, mais on est amené forcément à travailler sur Haussmann et Napoléon III, et puis comme citoyen piéton, évidemment à observer les transformations actuelles, sur lesquelles, évidemment, mes compétences sont moindres, mais que je vis comme tout le monde. Alors, vos compétences vous ont aussi conduit aujourd'hui à être le responsable d'un musée qui n'existe pas tout à fait encore, mais qui va ouvrir quand d'ailleurs ? C'est une question que j'aimerais pouvoir très honnêtement exposer. À l'instant, nous sommes au tout début de l'année 2028, donc dans 2 ans et demi, ce qui est à la fois très lointain et en même temps, pour nous qui travaillons jour et nuit avec l'équipe, que j'ai l'honneur de diriger, un travail assez intense et très dense. Donc voilà, si tout va bien, 2 ans et demi. Alors je ne l'ai pas dit, mais c'est le musée du Grand Siècle. Et dans le musée du Grand Siècle, on y trouvera un musée de civilisation et pas un musée des beaux-arts, qui est créé grâce à l'énergie et la vision politique de Patrick Devedjian, qui était alors le président du département des Hauts-de-Seine, qui est le porteur du projet et qui malheureusement, vous le savez, nous a quittés en 2020 au début du Covid. Et de la générosité d'un donateur particulier qui est Pierre Rosenberg, bien connu évidemment, historien de l'art internationalement reconnu, collectionneur lui-même compulsif comme il se définit depuis l'adolescence, et qui a souhaité au soir de sa vie, mais de son vivant, donner toutes ses collections et sa bibliothèque de travail et de recherche pour créer un établissement qui pourra profiter au public, aux amateurs, aux étudiants. Donc c'est un projet qui est fondé sur une vision politique au sens noble et une grande générosité. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire qu'on est en train de vivre. Ce sera un musée donc qui viendra à Saint-Cloud, à l'entrée du parc, vraiment permettre de découvrir
on est 4 siècles plus tard, une époque qui peut-être est aussi curieuse pour nos contemporains que l'était peut-être pour les gens du 19e Byzance, c'est-à-dire quelque chose qui s'est éloigné de nous et qu'on voudrait donner à voir et à comprendre à travers des œuvres d'art qui nous permettent de parler aussi bien de politique que de philosophie, de littérature, de science, de gastronomie, de musique évidemment, de danse. La belle danse est une affaire du 17e, etc., etc. Donc un musée de civilisation pour essayer de, un peu comme le musée de Cluny le fait pour le Moyen-Âge et le musée d'Écouen pour la Renaissance ou le musée d'Orsay pour le 19e, donner à comprendre une époque dans toute sa complexité et aussi, bien sûr, dans tous ces domaines où on peut aujourd'hui avoir un intérêt. Le public, je crois, s'intéresse pas qu'à la peinture. On aime la peinture et les musées des Beaux-Arts sont là pour la délectation. Mais là, on va un peu plus loin. Même peut-être prétentieux de dire ça, mais on voudrait intéresser un public qui peut-être n'a aucune appétence pour les musées, qui n'a peut-être pas de connaissances et qui ne sait peut-être même pas qui est exactement Richelieu et Louis XIV, qui sont Richelieu et Louis XIV, mais c'est pas très grave. On voudrait prendre ce public et lui exposer ce qui s'est passé dans ce pays il y a 4 siècles et comment la France du XVIIe, la France du grand siècle a interagi avec l'Europe et donc ouvrir une page d'une histoire qui était peut-être très connue et très partagée il y a 2 générations et qui s'est, comme beaucoup de choses, évaporée. Mais c'est pas là un propos de tristesse. Comme enseignant, par ailleurs, voilà, je sais comment ça fonctionne et donc il faut prendre les gens là où ils sont et puis monter le niveau. C'est pas grave si on sait pas qui est Louis XIV. Ce qui est embêtant, c'est si on ne cherche pas à le savoir. Alors précisément, ce dont nous allons parler, c'est-à-dire Paris et son histoire, fait sans doute partie des zones d'ignorance les plus fréquentées, et peut-être même les mieux fréquentées. Et comment en serait-il autrement? Car où est-ce qu'on apprendrait l'histoire de Paris? Où serait-elle enseignée? On n'en connaît pas d'exemple. Par contre, on voit qu'il y a effectivement une quantité d'idées rapidement élaborées et facilement reçues qui ne correspondent pas à la réalité de la capitale depuis l'époque où Paris s'appelait Lucette, comme est censé l'avoir dit une enfant innocente. Ces données, les données de base sur Paris, celles qu'il faudrait réussir à transmettre. Si on vous demande d'en dresser une liste, peut-être pas exhaustive, mais en tout cas comme ça, au débotté, quelle période de l'histoire, déjà de l'histoire de Paris, mettriez-vous en avant? Alors là, je vais proposer peut-être une lecture assez finalement classique, en tout cas qui me paraît fondamentalement juste. Ça se passe pour moi vraiment au XIIe siècle. Il y a vraiment là quelque chose de décisif dans l'histoire de Paris. Alors Paris, c'est la conjonction d'une situation géographique plutôt assez bonne, avec ce fleuve majestueux et qui va servir beaucoup au transport, aussi aux taxes qui vont avec, etc. Et puis le passage nord-sud, Pyrénées-Flandre, sur cette langue de terre qui est encore un peu marécageuse sur la rive droite et qui survit par l'épine rue Saint-Martin, rue Saint-Jacques, aujourd'hui l'ancien cardo romain. Donc il y a ce substrat géographique. Il y a cette petite ville qui est une localité relativement médiocre, moyenne, qu'est Lutèce, 15 000 habitants, quelques beaux monuments. Il en reste des cadavres sympathiques encore dans le 5e arrondissement, notamment bien sûr, je pense au terme de Cluny, dans le musée du même nom. Mais c'est la ville gallo-romaine, elle n'avait aucune chance de devenir quelque chose d'important. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'elle est restée très longtemps secondaire, et même que dans l'histoire parisienne plus tardive, on y trouve une chose étonnante, c'est que pendant longtemps, Paris n'était qu'un évêché suffragant d'un archevêché qui était Sens, une ville beaucoup plus importante donc, dans cet héritage gallo-romain. Donc, il y a une histoire qui commence, on va dire, modestement. Les débuts furent cependant modestes, comme disait le poète. Et puis, il y a un choix politique qui est fait par Clovis, d'abord, d'en faire une capitale, la capitale du royaume des Francs, puis ensuite de cette dynastie des Capétiens, des Robertiens puis des Capétiens, qui sont des Parisiens, les comtes de Paris, et qui, à un moment de défaillance de l'empereur carolingien, vont se défendre très courageusement. Et donc, au fond, cette dynastie qui s'installe en 987 et qui va régner jusqu'en 1848 en France et encore dans 2 autres pays européens, toujours aujourd'hui, l'Espagne et le Grand-Duché de Luxembourg, ils font le choix à nouveau de Paris. Donc Paris, une deuxième fois, et cette fois-ci de manière pour nous définitive, personne en France, même dans les partis politiques les plus exotiques que nous avons aujourd'hui, n'imaginerait de changer la capitale de la France. C'est peut-être le seul point sur lequel tout le monde s'accorde.
eh bien, ce deuxième choix politique, il est assez fondamental parce que c'est de cette base, leur ville, que les Capétiens vont construire le royaume qui va devenir ce pays où, on le sait, l'État précède la nation en France. Et donc, au XIIe siècle, il y a une conjonction, c'est que ces Capétiens commencent à moins remuer, parce que c'est un métier à l'époque qui nécessite de pas mal bourlinguer pour aller combattre toutes sortes de petits seigneurs qui se voient roi à la place du roi. Donc c'est Louis VII le jeune, Louis VI pardon le gros. Là je recule encore un peu dans le temps, dans la première moitié du XIIe siècle, qui commence à être repéré comme vraiment un roi qui passe du temps à Paris. Et puis, bien sûr, son petit-fils, Philippe Auguste, qui a un rôle si important dans notre histoire avec Bouvines, si bien montré par Duby, mais surtout, pour Paris, un roi qui va faire des choix décisifs, structurants, comme on dirait aujourd'hui en mauvais français, avec la construction d'une enceinte sur les deux rives pour créer cet équilibre qui va devenir une des caractéristiques de la ville, une ville qui est rive droite et rive gauche, de manière assez équilibrée autour d'un fleuve, ce qui n'est pas le cas de 99% des autres grandes capitales, qui sont toujours sur une rive. On pense évidemment facilement à Rome ou à Florence. Ensuite, le Louvre, une forteresse, mais qui est promise à un avenir, évidemment, tout à fait extraordinaire, par des rebonds successifs jusqu'au plus grand musée, soi-disant, comme on le dit aujourd'hui, et peut-être de manière un peu chauvine. Le pavage des grandes rues, le chantier de Notre-Dame, qui est lancé par son père, très très avancé. L'installation d'institutions à Paris. Le trésor royal dans la tour du Louvre, les archives qui avaient été perdues à la bataille de Fredval, parce qu'on les trimballait de champ de bataille en champ de bataille. Donc l'idée de sédentariser les pouvoirs. Tout ça, c'est Philippe Auguste. L'Université de Paris, qui sera consacrée par Saint-Louis, soutenue par la papauté, une des plus anciennes d'Europe et donc du monde. Il y a là quand même une action extraordinairement puissante qui repose sur une volonté de faire de cette ville une belle capitale, une capitale qui puisse aussi se défendre. L'anglais n'est pas très loin, hein, les Anglais tiennent encore Gisors à ce moment-là, et Rouen. Et puis, une ville qui est déjà riche. Hein. Ça paraît étonnant de penser qu'à la fin du XIIe siècle, Paris est une des capitales du drap en Europe. On pense jamais à Paris pour de la production industrielle. Et la présence de la cour et la sédentarisation de la couronne capétienne fait qu'évidemment, Paris devient aussi très tôt, parce qu'elle est restée une capitale du luxe. C'est à Paris qu'on achète les plus beaux objets, les plus belles toiles, les plus beaux livres. Donc il y a ce côté aussi extraordinairement tôt, hein, très centralisé, très spectaculaire dans le paysage urbain et capitale du luxe. Tout ça, c'est vraiment, ça cristallise autour de cette énergie que met Philippe Auguste, sorte de père de la nation et de père de Paris. Et puis, bien sûr, se développe avec le beau gothique que Saint-Louis met en valeur, avec le monument peut-être le plus touchant, qui n'est pas Notre-Dame en l'occurrence, mais la Sainte-Chapelle, cette chasse de pierre suspendue dans la lumière, qui est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc là, pour moi, il y a un moment qu'on ne peut pas évacuer du tout et sur lequel on va vivre pendant très longtemps. Alors justement, il y a, d'une certaine manière, il me semble que Paris a été pour les provinces françaises, pour les provinciaux français et pour un certain nombre d'Européens, quelque chose comme ce que l'Amérique a été au XIXe siècle pour les mêmes pauvres. C'est-à-dire que la puissance et la richesse attirent les talents et ceux qui sont soit volontairement, soit parce qu'ils sont persécutés ou mal considérés dans leur région, dans la région où ils habitent, parce que leur religion, parce que pour telle ou telle raison, vont être attirés au XIXe siècle vers l'Amérique et dès le XIIe siècle ou le XIIIe vers Paris, et en faire, mais peut-être je me trompe, en faire une ville presque à sa naissance cosmopolite. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de peuples aussi divers, mais est-ce que cette marque d'identité vous paraît... Alors, oui, ça me paraît très juste, parce que comme toutes ces grandes villes extrêmement riches, elles sont le creuset de choses qu'on ne trouve nulle part ailleurs, si on parle de mœurs, si on parle d'opinion politique, si on parle de
des gros mots, comme disait Pierre Desproges, comme la liberté, etc. Ça se passe en ville et ça se passe pas évidemment dans votre village, vous êtes surveillé, etc. Donc il y a une liberté qui attire, il y a l'argent qui attire, la prospérité qui permet peut-être de changer de vie. L'ascenseur social, il est très complexe, il existe, contrairement à la légende noire, mais enfin c'est très compliqué sous l'Ancien Régime. Et puis il y a autre chose que peut-être, alors là cette fois-ci je remets ma casquette de professeur, c'est évidemment l'université. En créant l'université, Philippe Auguste et ses successeurs font de Paris une capitale intellectuelle. Alors capitale politique, capitale militaire, capitale économique, luxueuse, mais aussi capitale intellectuelle. Et ça c'est formidable parce que du coup, l'attraction, elle se porte aussi sur les étudiants. Tous les grands esprits sont passés à Paris, soit dans un des collèges de l'université, soit pour écouter à partir de François Ier, merveilleux collège de France, plus belle institution de l'esprit. On va écouter les plus grands savants gratuitement, qui donnent cours sur leur matière à partir de 1530. Docket, j'enseigne tout. C'est vraiment quelque chose d'assez fascinant. Donc, on pourrait ajouter dans ce portrait cosmopolite, dans l'attraction de Paris, l'attractivité plutôt, de Paris, on pourrait ajouter cet esprit-là. Et ça vaut pour les grands théologiens à cause du collège de Sorbonne, ça vaut pour les écrivains, ça vaut pour les philosophes. Donc Paris va devenir, grâce aussi à cette énergie que j'avais oublié peut-être de mentionner dans ma petite liste, effectivement aussi cette ville de l'esprit, qui reste une des images de Paris. Alors on peut considérer qu'on est moins au niveau que précédemment, j'en sais rien, mais en tout cas ça reste dans le portrait de Paris, la ville des écrivains, la ville qui aime l'esprit. Donc ça, je crois que ça a participé aussi de ce grand brassage de populations qui sont passées à Paris et qui participent, alors aujourd'hui dans la version dégradée du tourisme de masse, qui participe du fait que Paris est une ville connue, aimée, et on se souvient de l'émotion patrimoniale de l'incendie de Notre-Dame. Il entrait sans doute beaucoup d'ingrédients dans cette mauvaise sauce qu'on a vécue, qu'on a bu ou qu'on a mangé, mais en tout cas, il y avait certainement aussi le fait que tout le monde connaît Paris et que tout le monde avait peut-être à un moment une connexion avec Paris, que ce soit comme visiteur, comme amateur, comme lecteur. Et donc, je crois que ça a participé de cette émotion, plus que Notre-Dame encore. C'était même Paris qui était blessé. Et donc, on a vu que le monde aimait Paris à ce moment-là. C'était plutôt un moment aussi agréable sur ce plan-là uniquement, en tous les cas. Alors, l'enceinte de Philippe Auguste, donc, qui permet cette ville équilibrée entre les deux rives de la Seine, est suivie de l'enceinte de Charles V, et on ira d'enceinte en enceinte. Oui, c'est la grande idée de Victor Hugo avec le caillou dans l'eau lancé depuis les tours de Notre-Dame. Et c'est vrai que, autant Philippe Auguste, il y a une pensée qui est très structurée. Non seulement l'enceinte est rive droite, rive gauche, donc elle permet vraiment cet équilibre, mais se dessine déjà avec l'université rive gauche, la ville active économique rive droite, le centre du pouvoir au milieu dans l'île avec le palais et l'évêque, déjà une tripartition assez fascinante dans la répartition spatiale, comme on dirait aujourd'hui, des pouvoirs et des activités de la société parisienne. Mais il y a en plus un coup de génie que refera Louis XVI, qui est un des grands oubliés de l'histoire de Paris, c'est qu'on prend au large, on s'arrête pas à la dernière maison, c'est qu'on prend au large parce que ça va encourager évidemment le lotissement, l'urbanisation de la ville. Et donc ça, c'est quand même aussi assez extraordinaire. Et rive gauche, puisqu'on est rive gauche ici, on peut en parler avec amour, évidemment, on va prendre toute la montagne Sainte-Geneviève, bien au-delà même de la ville gallo-romaine, pour essayer justement de stimuler cette construction. Donc cette pensée-là, elle amène vraiment un moment de l'histoire à la fois de la fortification, très clairement, encore que sur le plan militaire, l'enceinte de Philippe Auguste soit pas très performante, elle n'a jamais eu à servir, mais il y a une pensée derrière. Les autres enceintes, ce sont plus des enceintes de fait accompli. La ville a grandi, on est trop à découvert, il faut remettre un petit tracé supplémentaire. Et c'est vrai que l'histoire de l'enceinte de Charles V, qui ne prend que la rive droite, qu'une partie, qui est complétée ensuite sous Louis XIII, enfin qui commence à la fin de la Renaissance, mais qui est finie par Louis XIII, tout ça fait plus penser à des extensions qui sont dues vraiment à l'énergie de la ville privée et non pas à l'énergie publique. Et donc, il faut attendre quand même le grand geste des fortificateurs de Louis XIV pour à nouveau se trouver face à une pensée urbaine.
Et c'est vrai, vous faisiez allusion au fait que dans cette histoire de Paris, il y a des gens qui ont disparu et des gens qui sont trop là. Alors Louis XIV, il a souffert de deux choses. Il est vraiment parti, il n'y a aucun doute. La dernière nuit de Louis XIV à Paris, c'est février 71, donc il est parti très tôt, même s'il y a eu 10 ou 12 très belles années au début du règne à Paris de travaux, de grands travaux. Et puis Voltaire lui a réglé son compte. Alors Voltaire, il dit pas mal d'âneries dans son histoire de Louis XIV, mais celle-là est assez monumentale. Donc l'idée que voilà, il est parti et puis s'est plus jamais intéressé à Paris. Donc au contraire, le grand moment vraiment, c'est 1670. Donc il va partir, il le sait sans doute déjà, pour l'Ouest, Saint-Germain-en-Laye et Versailles, qui sont en concurrence à ce moment-là. Versailles, les dés sont pas jetés. Mais l'idée, c'est quand même de dire à l'Europe, ma capitale, je la défortifie. Je rase toute fortification faite par mes prédécesseurs et je fais une ville ouverte. C'est la Pax Borbonica. Et tout le monde est contre. Le gouvernement est contre, Vauban est contre. Et Vauban dit, c'est pas raisonnable, il vaudrait mieux me laisser finir mes fortifications à la ceinture de fer, très bien, mais quand même ne pas défortifier Paris. Alors, il y a évidemment, il y a un côté, c'est crânement mené par le roi, mais je crois que ça va un peu plus loin que ça, cette défortification, parce que au fait, elle met le doigt sur le défaut de Paris. Il y a un défaut structurant qui est celui qu'on a connu dans toutes les invasions, et la dernière, hélas, de 1940, c'est que Paris est trop près de la frontière nord-est. Parce que c'est une capitale très anciennement choisie dans un royaume qui n'était pas constitué, elle n'est pas géographiquement très au centre. Elle est centrale dans notre esprit, elle est centrale dans les voies de chemin de fer, dans les autoroutes, dans la constitution de l'administration française, mais elle n'est pas centrale sur le territoire, comme la Madrid a imaginé au milieu de nulle part par Philippe II en Espagne. Et de ce fait, évidemment, on est à portée d'invasion de la frontière qui est la plus poreuse, parce que c'est quand même plus difficile d'arriver par les Pyrénées, les Alpes ou l'océan Atlantique. Mais là, évidemment, la frontière nord-est, on est bien placé pour savoir qu'elle est difficile à défendre et on l'a payé très cher plusieurs fois. En 14, c'est pas passé loin, mais la ville n'a pas été envahie, mais en 70 et en 40, on le sait, et à la chute de Napoléon, bien sûr. Donc, la double chute de Napoléon. Donc, défortifier Paris, c'était un geste assez extraordinaire. On peut renverser la lecture et dire il se souvenait de la Fronde et donc pas d'enceinte égale pas de résistance. Ça a pu participer dans la psychologie du roi de son choix, mais en tout cas, ce geste-là, il ouvre le Paris des Lumières. L'idée que la ville est entourée par des boulevards plantés d'arbres, qu'on voit la campagne, que les faubourgs sont attachés à la ville et non plus séparés de la ville. Tout ça, c'est des choses que nous paraissent assez banales et qui se sont mis en place, en fait, à partir de cette décision. Donc il y a un geste urbain, et ce geste s'accompagne d'une levée d'un plan de Paris, qui est fait par un très grand ingénieur, professeur au Collège de France, Blondel, François Blondel, premier directeur de l'Académie d'architecture créée par Louis XIV et Colbert, et un très bon architecte-dessinateur, Pierre Bullet. Et donc les deux hommes, on appelle ça le plan de Bullet et Blondel, mais on devrait dire plutôt Blondel et Bullet en ordre hiérarchique, qui est publié sous forme d'une grande estampe en 1676. C'est un plan qui montre ce fameux cours, qu'on appelle le cours de la rive droite, et qui ne sera pas complètement fini, malheureusement, du temps de Louis XIV, et pas du tout sur la rive gauche, mais qui était lui aussi pensé sur les deux rives. Il nous en reste rive gauche, le boulevard du Montparnasse. Et ce boulevard-là, donc, qui prend son nom d'ailleurs de la polyurseutique, boulevard, c'est un nom qui est lié au canon, au roulage du canon sur les bastions. Beulwerk, c'est un mot hollandais. Eh bien, ça amène donc l'ouverture de la ville, et ce plan montre aussi des rues qui n'existent pas. C'est pas seulement un plan de la ville, comme il en a existé depuis Henri IV, des très spectaculaires. C'est vraiment un plan projet, puisqu'on y voit des choses, et le roi dit bien d'ailleurs dans le texte qu'il faudra que ses successeurs suivent le chemin qu'il a ouvert. Donc finir le cours sur la rive droite, ce sera fait par Louis XV. Sur la rive gauche, ce sera jamais complètement terminé, avant la chute de l'Ancien Régime. Et puis donc percer un certain nombre de voies à l'intérieur du magma. Et alors là, la monarchie est en difficulté parce qu'elle n'a pas les outils juridiques, et puis elle n'a pas l'argent surtout, pour faire des grandes opérations. Donc les grandes opérations sont à la marge. On sort de Paris quand on fait des grandes opérations. Les Invalides, on est dans la plaine de Grenelle. La Salpêtrière, on est de l'autre côté, dans le faubourg Saint-Marcel. L'Observatoire, on est tout à fait au sud de Paris. Les grands chantiers de la rive gauche. Rive droite, quelques opérations avec deux places royales très spectaculaires qui forment encore aujourd'hui une des parures monumentales les plus belles de la ville, c'est-à-dire la place des Victoires et la place Vendôme. Mais ça, plus des égouts, plus des quais, plus le plan royal, plus les gobelins, plus, ça veut dire qu'effectivement, Louis XIV, en fait, a beaucoup fait pour Paris.
Alors, est-ce qu'il ne faut pas ajouter aussi ce qu'il a fait pour la tranquillité à l'intérieur de Paris avec l'invention du lieutenant-général de police et la nomination du premier, d'ailleurs maltraité par les Parisiens, puis il a un tout petit bout de rue un peu ridicule, qui est Nicolas de la Reynie. Ouais. Absolument, c'est très juste. Il faut rappeler aussi cette partie qui est très liée à la fascination qu'avaient les gens du grand siècle pour l'Antiquité romaine. C'est-à-dire qu'on fait des beaux monuments, mais on fait aussi de l'édilité. Alors, le lieutenant général de police, c'est l'homme fort qui s'installe à ce moment-là, 1666, et qui, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, sera le vrai patron de la ville, hein, même s'il y a un prévôt des marchands qui est censé être élu par les grands marchands des corporations parisiennes. On sait toujours que c'est un candidat qui sort du chapeau, on connaît le nom avant. Et donc, le lieutenant général de police met de l'ordre, on redécoupe les quartiers de police, 20 quartiers qui sont mis en place à la fin du règne, en 1702. Et puis, on s'occupe des égouts, et puis on s'occupe d'éclairer les rues. Ça fascine beaucoup Madame de Sévigné, qui a très peur d'aller se promener le soir, évidemment, parce qu'on risque de se faire attaquer pour prendre sa bourse. Et d'ailleurs, dans les médaillons de la Galerie des Glaces, à Versailles, où on est écrasé de cette gloire un peu encombrante de Louis XIV, avec ses batailles contre tout le monde, il y a aussi des scènes d'édilité, et on voit notamment la création des Invalides et l'éclairage des rues de Paris. Voilà. On peut enfin sortir la nuit sans crainte. Donc la sécurité, et puis un peu... Pardon ? On numérote les rues. Alors les non, maisons, alors ça, il n'y arrive pas, et ça se fera vraiment à l'extrême fin du XVIIIe. Hein. Ils essayent, mais c'est trop. Je pense que c'est trop tôt dans la mentalité. C'est vraiment une idée des Lumières, la rationalisation de l'espace public. Alors, c'est Louis XV jeune qui, en 1728, décide qu'on va nommer déjà, on va mettre des plaques de rue. Ça, c'est vraiment la révolution. Parce que sinon, on ne peut se déplacer que par un système de chaîne humaine. On demande à quelqu'un qui demande à quelqu'un qui demande à quelqu'un pour arriver chez soi. Donc ça devait être, cette société chaude dont parle Marx, ça devait être assez fascinant de se déplacer dans une ville dont aucune rue n'est nommée. Ça nous paraît, nous, complètement loufoque. Donc 1728, première plaque de pierre. Il en existe encore dans les rues de Paris. Les collectionneurs se les arrachent parce que beaucoup de maisons démolies au XXe siècle ont perdu leurs plaques, mais elles ont été sauvegardées par des brocanteurs. Et puis on passera aux fameuses plaques en lave émaillée dont on voit en ce moment qu'elles sont en partie arrachées. C'est monstrueux parce que ce sont des plaques d'une très très grande beauté, d'un graphisme particulièrement soigné et très très typique de l'image de Paris. Et puis les numéros, une petite essai sous Louis XVI, mais alors les numéros, évidemment, les gens n'aiment pas parce qu'ils pensent que c'est le fisc qui est derrière pour essayer d'améliorer la taxation. On ne peut pas complètement leur donner tort, mais résultat des courses, les premiers artisans qui ont peinturluré à la demande de l'État les maisons se sont fait un peu chahuter par les habitants. Donc c'est Napoléon qui a mis de l'ordre dans tout ça. Et vraiment, on bascule avec l'Empire dans quelque chose qui est beaucoup plus rationnel en termes de distribution de l'espace et de repérage de l'espace public. Alors, il n'y a plus d'enceinte intérieure fortifiée à partir de Louis XIV, et cependant, il y a des espèces... Ce développement par cercle concentrique continue, c'est-à-dire que il y aura ce qui est aujourd'hui les grands boulevards, et puis après, il y aura les boulevards des Maréchaux, puis après, il y aura le boulevard périphérique, et chaque fois, ça reculera la limite de la municipalité. Alors ça, c'est les deux dernières grandes extensions qui sont des extensions politiques. À nouveau, là, comme la pensée de Philippe Auguste, comme la pensée de Louis XIV, là, il y a une pensée globale. Alors le premier, qu'on a totalement oublié, qui est écrasé par l'image du second, c'est assez passionnant, c'est Louis XVI. Donc Louis XVI, alors évidemment, Louis XVI, on connaît la fin de la série, donc on sait que ça se termine mal, mais jusqu'à 1786, c'est le roi qui a tout réussi, et notamment qui a réussi à Paris un coup extraordinaire, c'est l'extension de la ville. La ville s'était arrêtée à ce cours de Louis XIV, ce cours royal de la rive droite et en partie essayé sur la rive gauche. Et Louis XVI décide en 1784 d'agrandir la ville. Ça correspond au merveilleux plan de Wernicke, qui est levé, Edme Wernicke, cet architecte bourguignon monté à la capitale, et qui va lever ce plan qui va servir de base à Napoléon III et à Haussmann, puisque c'est un plan d'une précision extraordinaire, qui est rendue possible par les progrès de la trigonométrie, le relevé sur le terrain, des topographes. Et donc, cet agrandissement, ce sont nos boulevards... Alors, plus personne dit ça aujourd'hui, les boulevards extérieurs. Hein, il n'y a que les vieux parisiens, voilà. Donc, la ligne 2 et la ligne 6 du métro, s'il faut parler de manière plus rationnelle et plus facile pour nos contemporains. Donc, les boulevards extérieurs, les boulevards de Louis XVI, sont faits pour être la route intérieure et la route extérieure d'une enceinte qui n'est pas une enceinte militaire, mais une enceinte fiscale. Alors,
Évidemment, Louis XVI met de l'ordre dans les finances et ça lui vaut une popularité relativement modeste. Le murmurant Paris rend Paris murmurant. Pas mal d'âneries racontées à l'époque aussi par certains. Et résultat, l'idée de Louis XVI, c'est pas seulement de mieux récupérer l'argent, qui va, pour rappel, en partie d'ailleurs aux hôpitaux, c'est l'octroi, qui sera supprimé complètement en 1942. Mais surtout, il veut donner une parure monumentale. Alors c'est un très beau mur de pierre en soi, il n'y a rien à dire, mais il va, là encore, faire un peu ce que les Français font toujours, c'est-à-dire on n'a pas d'argent, mais on va quand même beaucoup le dépenser. En l'occurrence, demander à l'architecte Ledoux que ces portes d'entrée de l'enceinte deviennent des propylées, comme on disait toujours dans ce culte de l'Antiquité. Et donc ces fameuses barrières de Paris, dont il nous reste pas grand-chose, puisque Haussmann s'est acharné dessus, donc il en reste 4, qu'on aime beaucoup avec tendresse. La barrière donc de la rotonde de la Villette, qui est devenue donc aujourd'hui un lieu de divertissement, mais qui était le siège de l'honorable commission du Vieux-Paris pendant très longtemps. On y a eu des bureaux avec notre regretté Michel Fleury. La barrière d'Enfer Rochereau, où on peut voir le musée de la libération de Paris et l'entrée des catacombes. Les barrières de la place du Trône, donc la place de la Nation. Et puis la petite barrière du parc Monceau. Et donc ces extraordinaires petits temples, inspirés par Palladio, par l'Antiquité, donnaient à Paris, au milieu d'une campagne, parce que là aussi, Louis XVI avait été cherché au large, en fait. Il avait enfermé beaucoup de terrains vides, qui sont donc les arrondissements jusqu'à 12, jusqu'à ce qu'Haussmann les transforme. Et donc, là, il y a eu un geste extraordinaire. Avec ce plan, cette rationalisation du relevé de Paris, cet agrandissement, cette enceinte spectaculaire qui a fait de Paris, sans doute, la ville qui avait la plus belle entrée depuis la campagne jusqu'à leur destruction au milieu du 19e siècle. Et par ailleurs, une chose qu'on a totalement aussi perdu de vue, c'est les lettres royales de 1784 qui commencent à réfléchir sur la question de l'élargissement des rues et encore plus subtil, de la question du rapport entre la hauteur des maisons et la largeur des rues, ce qu'on appellera plus tard le prospect. C'est-à-dire, au fond, si les rues sont très étroites, il faudrait mieux interdire qu'on fasse des maisons très très hautes. Ça nous paraît assez banal, mais ça veut dire que la main invisible, elle reçoit une bonne claque, si j'ose dire, dans la figure, pour parler comme fleurait Pierre Dac, puisque en réalité, ça veut dire que l'État, tout d'un coup, regarde de très près, non plus seulement les questions de savoir si vous mordez sur la rue avec un balcon, une enseigne qui pend un peu trop dangereusement sur la tête des passants, si vous mettez des grosses bornes en pierre devant votre porte cochère pour protéger les roues de votre voiture, mais qui commence à réfléchir au fait que peut-être il faut se reculer un peu si on veut élargir la rue. Et puis il faut pas trop bâtir pour que la lumière, le soleil entre. On est là à l'époque de Lavoisier, on commence à faire des découvertes, on commence à comprendre des choses sur l'insalubrité. Et puis Louis XVI sort les cimetières de Paris, les catacombes, ça lui vaut aussi là une haine tenace du clergé, sortir les morts dans une religion incarnée comme le catholicisme, déterrer le cimetière des Innocents pour les transporter en dehors de Paris dans les carrières. C'est un geste, d'ailleurs, c'est quelque chose qui est considéré par certains comme une espèce de date qui coupe l'histoire de Paris en deux. Philippe Muret en parle dans le 19e siècle à travers les âges, Susskind en parle dans Le Parfum, ça commence comme ça. Enfin, il se passe quelque chose là, ce moment très très fort dans l'histoire de Paris. Mais pourtant, ça ne doit pas masquer l'importance du règne de Louis XVI. Alors évidemment, avec la Révolution, tout ça change très vite. Et donc là, il y a un peu d'obscurité, je crois. On pourrait remettre un peu de lumière sur ce règne qui a été pour Paris, même si le roi, comme Louis XIV, ne vient pas beaucoup à Paris. Il reviendra de force en 89. Il connaît d'ailleurs pas très bien Paris. Ça l'empêche pas d'avoir fait des réformes très importantes pour la capitale. Alors, entre Louis XVI et Napoléon, peu de réformes parisiennes pendant la Révolution, mais même dès Bonaparte. L'intérêt de Bonaparte pour Paris, ce qui se traduira par diverses choses, mais là aussi, il y a... Qu'est-ce qu'on cite en général? La rue de Rivoli? Alors... la rue de Rivoli, oui, premier percement un peu spectaculaire et qui prend une parure monumentale parce qu'elle est en vis-à-vis du jardin des Tuileries et du palais où l'empereur résidera, dès le consulat en réalité. Peut-être quand même dire que la Révolution représente un gâchis fantastique dans l'histoire de Paris parce que la nationalisation des biens du clergé a mis dans la main de la puissance publique peut-être 1/5 du sol de Paris. Et donc là, il y avait une chose à faire. Mais le problème de la Révolution, c'est quand on est en guerre civile et en guerre militaire extérieure, c'est assez compliqué de faire de l'urbanisme, qui est un sport qui demande du temps, du calme et beaucoup d'argent. Et la Révolution française a manqué cette
vraiment ce moment-là, même s'il y a ce qu'on appelle le plan des artistes, où on voit des architectes réfléchir, à partir toujours du fameux plan de Wernicke, à des percements, dont la rue de Rivoli, dont l'avenue de l'Observatoire, des percements qui sont encore très marqués par l'esprit, moins de commoditas que de Vénustas, c'est-à-dire que bon, au fond, voilà, une belle perspective sur un monument. On en profite pour raser un certain nombre d'églises, comme ça règle le problème de la surreprésentation de l'image de l'église de Paris dans l'espace public parisien. Donc ça, la Révolution fait ça, mais faute d'argent, elle revend une partie de ses biens nationaux et on se trouve quand même condamné à assister au fond au retour de l'initiative privée. Napoléon a, de ce point de vue, voulu vraiment marquer très différemment les choses. Alors là aussi, comme au XVIIe, il y a beaucoup d'opérations de glorification napoléonienne qui sont relativement insupportables sur le plan monumental, l'église de la Madeleine, la colonne Vendôme, l'Arc de Triomphe. Ça peut donner des chefs-d'œuvre, puis ça peut aussi donner quelquefois des choses qui sont un peu indigestes. Mais il faut pas gommer tout l'aspect d'édilité. Là aussi, on tend la main à la Rome d'Auguste, les égouts, le canal de l'Ourcq, des fontaines. Dans Paris, les nouvelles fontaines, on avait peu de fontaines parce qu'il y a peu d'eau à Paris, tant qu'on n'a pas résolu le problème de l'eau. Comme disait Voltaire, là, pour une fois, de manière assez drôle, beaucoup d'architecture, pas beaucoup d'eau à propos de la fontaine de Grenelle, qui est une merveille. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a un petit pipi neurasthénique au pied d'une page d'architecture assez spectaculaire avec les sculptures de Bouchardon. Et donc, Napoléon va faire un travail, mais qui est rendu, les marchés, dont il nous reste le cadavre reconstruit du marché Saint-Germain, les marchés publics. Donc, mais c'est vrai que 15 ans, la guerre avec l'Europe entière, ça n'est pas propice. Et donc, il y a un creux là. L'expérience manquée de la Révolution qui avait nationalisé l'essentiel des biens du clergé, donc une grande partie du sol parisien. L'énergie napoléonienne entravée par sa propre folie destructrice et meurtrière que sont les guerres de l'Empire, qui laisse la France complètement ruinée, fait qu'il y a un creux là. Il y a un creux qui nous amène à la statue du commandeur. C'est-à-dire que là, l'historiographie parisienne a été longtemps très paresseuse. Et au fond, Haussmann est apparu au milieu d'un champ non pas de ruines, mais d'une petite ville sale, peinte par Balzac et tous les écrivains qui détestent Paris en venant de leur province, et qui en ont rajouté sur le plan littéraire avec cette ville qui serait quasiment inchangée depuis Charles V. Alors tout ça, c'est des fadaises, évidemment, on le sait maintenant. Et c'est vrai qu'un des grands apports de l'historiographie récente, ça a été de se concentrer sur ces années qui sont particulièrement stimulantes. D'abord parce que, faute d'argent, on a beaucoup réfléchi. Ça, c'est pas si mal. Sous la Restauration et sous la monarchie de Juillet. Et aussi parce que la figure d'Haussmann dissimule des préfets beaucoup plus brillants intellectuellement que lui. C'est pas très difficile parce que lui était vraiment un butor. On y reviendra peut-être. Mais des gens comme Chabrol de Volvic, le père de la statistique pour gouverner à Paris, un polytechnicien, et puis surtout Rambuteau, papa Rambuteau, comme l'appelaient les Parisiens, qui est quand même le seul préfet de la Seine, dont la chute, bien sûr, a été entraînée par celle de son maître Louis-Philippe en 1848, mais dont le peuple de Paris a assuré le déménagement de l'appartement pour lui rendre ses affaires sans casser la moindre anse d'une tasse de café. C'est un personnage qui est assez fascinant. Alors, c'est vrai que dans ces années-là, on cherche la solution pour transformer Paris. Et sous la Restauration, il y a eu, comme sous la monarchie de Juillet, beaucoup de réflexions, de littérature, de publications. Tout le monde a une idée, évidemment, sur ce qu'il faut faire. Et se dessine progressivement l'idée que élargir les rues, c'est certainement bien, mais qu'on aura fini dans 3000 ans et qu'il faut donc en venir à percer. Le percement, ça va devenir la grande idée qui se cristallise dans les années 1840 et dont Haussmann sera non pas le père, mais plutôt le fils et l'instrument. Et donc percer pour redynamiser le vieux centre qui se décale progressivement par rapport aux nouveaux besoins. On peut faire une lecture plus marxiste qui est de dire évidemment que tous les propriétaires de maisons insalubres du centre de Paris ont très envie d'être expropriés parce que la loi d'expropriation faite sous Louis-Philippe en 1841 est comme par hasard très favorable aux propriétaires. Voilà, donc ça c'est ma minute marxiste, mais je crois que là il y a quand même une partie de vérité dans cette lecture. Et donc on va en venir à l'idée que plutôt que de continuer d'agrandir Paris, il vaut mieux détruire le centre et le reconstruire. Mais ça nécessite une très grande force politique. Ça, c'est le Second Empire qui va l'avoir. Pas de contestation et tout le monde le petit doigt sur la couture.
un buteur qui va faire le travail. C'est attendez, avant qu'on en vienne au buteur, si vous voulez bien, vous avez mentionné la manière dont les écrivains romantiques ont noirci la capitale et ont noirci les conditions de vie de la capitale. C'est une constante de parler dans Paris du peu de lumière, du peu d'aération, de la surpopulation, du sous-équipement des immeubles, etc. Et il faut bien dire que c'est vrai dans beaucoup d'endroits de Paris. Ça le deviendra dans le Marais, quand le Marais ne sera plus que l'endroit où tous les réfugiés, tous les persécutés d'Europe centrale viendront s'installer, démoliront pour remollir, si j'ose dire, pour trouver de quoi exercer leur métier et trouver un logement. C'est aussi un des arguments qui sera l'argument de Voisin et Le Corbusier pour leur plan de l'entre-deux-guerres, qui consistait à raser le Marais, entre autres choses, et pas seulement, et à construire des petits sarcelles à l'intérieur du Marais. C'est donc il y a quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut remettre à sa juste place, mais on peut pas dire qu'il n'y avait pas des problèmes. Personnellement, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je travaillais comme chercheur dans un centre de psychiatrie, et on m'a demandé de faire l'inventaire s'il s'agissait de la psychiatrie de secteur. Ça se passait dans le sud du 13e arrondissement, et on m'a demandé de faire l'inventaire des équipements et des conditions de vie de la population susceptible de devenir cliente, patiente de ce centre de santé mentale et de l'ensemble hospitalier. Il y avait quand même 67% des logements qui n'avaient qu'un point d'eau. Et il y avait aussi beaucoup de logements qui étaient trop petits pour que dans les familles, chacun puisse avoir un espace à lui. Donc, il y avait une espèce de salle à manger, servante, etc. Il y a là-dessus une juste mesure, je crois, à rétablir. Alors, j'entends très bien cette remarque. Ce que je voulais simplement dire, c'est que, alors d'abord, cette histoire du point d'eau, elle est juste, et tous ceux qui ont vu des immeubles vétustes dans le centre de Paris, moi j'en ai encore connu quand je travaillais dans le Marais, beaucoup sur le Marais et dans le Marais dans les années 80, j'ai vu encore des choses assez baroques qui correspondent pas exactement à nos standards d'aujourd'hui, mais c'était ceux d'une grande partie du parc du logement français. Il suffisait d'aller dans les villes de province pour voir aussi des choses, et encore peut-être aujourd'hui, dans certains coins reculés, on voit des choses qui peuvent nous paraître quand même très anciennes et très décalées. Non, je faisais allusion à cette question de la littérature parce que, évidemment, la littérature ne ment pas complètement, vous avez raison de le rappeler. Il y a eu notamment le choléra en 1832, il y en a encore en 1854, au début du Second Empire. Donc, il y a effectivement une pathologie dans cette histoire. Mais le problème que je vois, moi, c'est que l'historiographie parisienne s'est reposée sur ces sources-là, et on a fait, au fond, la démonstration que c'était donc vrai, puisque même les écrivains en parlaient. Je crois que c'est là où il faut faire très attention à la position qu'on va donner à ces descriptions. Je veux dire, une chose très simple, c'est que il suffit de regarder le Paris de 1840 dans notre ville d'aujourd'hui. J'ai la chance d'habiter la Nouvelle Athènes. C'est-à-dire le 9e arrondissement. C'est un quartier qui, à ce moment-là, est constitué aux 2/3. Il a changé dans la mesure où on a modernisé les appartements et on a construit quelquefois deux, trois choses plus modernes. Mais qu'est-ce qu'au fond, la différence, quelle est-elle ? Elle est assez infime. Dans le centre de Paris, on a beaucoup démoli à l'époque de Napoléon III et puis pendant les 30 Glorieuses. Mais il y a encore un certain nombre de dispositifs de la ville d'aujourd'hui qui sont ceux du XVIIe ou du XVIIIe ou du début XIXe. Donc voilà, je voulais simplement peut-être par cette provocation remettre dans la perspective que c'est une facilité de l'esprit et aussi c'est une justification de l'action. Bien sûr, on fait ça parce qu'il y a ça. C'est plus compliqué, il y a sous le Second Empire une prise de pouvoir, il y a une remilitarisation de la ville. Donc voilà, tout ça entre en ligne de compte. Et la preuve d'ailleurs, c'est que Haussmann et Napoléon III ne résolvent pas du tout la question de l'insalubrité, qui se repousse en réalité, et qui ressurgit dans les années 30, dans ce qu'on appellera les fameux îlots insalubres, qui vont occuper énormément l'administration, ou l'évacuation de la zone non edificandi, de ces 5000 et quelques parcelles de cabanes qu'on voit sur les photos avec stupéfaction, et qui était le plus grand bidonville entourant une des plus grandes capitales du monde, et qui a été rasé pour faire le boulevard périphérique et ses diverticules
circulent à partir de 1942 jusqu'à 1973. Donc voilà. Enfin, une des plus grandes petites capitales du monde. Oui, parce bien qu'on sûr. On n'a pas eu, dans le fil de la conversation, on n'a pas mentionné le caractère ridiculement petit de la superficie parisienne, Absolument. y compris aujourd'hui après les annexions. Quand je disais grande, c'était effectivement plutôt pour la réputation que pour la superficie, parce que après, pour terminer ce que vous disiez sur les enceintes, donc après l'opération de Louis XVI, il y a l'agrandissement de Napoléon III de 1860, qui effectivement lui aussi va chercher. Alors lui, il se cale sur une enceinte militaire qui entre-temps avait été construite par Louis-Philippe hors Paris, au-delà de Paris. Donc là, on rapproche, on fait coïncider la carte administrative et la carte militaire. Donc c'est une opération évidemment qui est logique en réalité, qui n'est peut-être pas de la même puissance de pensée que l'opération de Philippe Auguste, de Louis XIV ou de Louis XVI, mais enfin qui amène à la forme de Paris, la fameuse forme d'un cerveau, comme a dit le poète, mais aussi la superficie actuelle. Parce que si on en accepte quelques agrandissements liés à l'ajustement du périphérique après 1945, c'est la seule capitale d'un grand pays occidental développé qui n'a pas changé de forme depuis 1860. Les Allemands font le Grand Berlin beaucoup plus tôt, le Grand Londres, les Anglais évidemment beaucoup plus tôt. Et au fond, ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, le Grand Paris, qui connaît une première phase de maturation intellectuelle assez passionnante et peu connue aujourd'hui dans les années 20-30, on parlait tout à l'heure du musée du Grand Siècle, qui est un musée du département des Hauts-de-Seine. Le Grand Parc de Sceaux est sauvé par le département de l'époque, le département de la Seine, pour devenir un des futurs grands parcs du Grand Paris, un des jardins des pauvres gens qui, on pensait à l'époque, auront besoin de verdure dans une Île-de-France qui deviendra complètement bâtie et industrielle. Donc ce Grand Paris des années 20-30, qu'on a vu ressurgir au début du XXIe siècle avec un président de la République élu en 2007, et qui s'achève sous nos yeux par des lignes de métro dont je crois qu'on peut dire que, avec un enthousiasme, on est content de voir nos impôts dépensés, parce que ça va être non seulement assez beau sur le plan de l'esthétique des grandes gares qui ont été confiées pour certaines à des grands architectes et avec des œuvres d'art de grands artistes, mais surtout ça va changer fondamentalement l'histoire d'abord de l'Île-de-France, qui a toujours été un peu l'arrière-cour de Paris, et qui devient là complètement autonome, beaucoup plus qu'avec le RER, qui passe quand même au centre de Paris. Il y a là-dessus un texte de Pascal Bruckner assez beau, au moment où Châtelet-Léal devient le lieu où on peut passer sans s'arrêter. Mais sauf que là, maintenant, on peut passer complètement en dehors de Paris, avec les lignes de métro 15, 16, 17 et 18. Et je dois dire que ça va changer aussi forcément l'histoire de Paris, et du rapport des Parisiens avec l'extérieur. Parce qu'on sait que pour un Parisien, passer le périphérique, c'est traumatisant. Donc là, il va se passer beaucoup de choses. Et que, en plus, beaucoup de banlieues ont été le débarras de Paris. On s'y est débarrassé de ces pauvres, on est construisant des immeubles à très bon marché, et on s'y est aussi débarrassé d'activités industrielles polluantes ou dont on ne voulait pas, mais dont il faut aussi rappeler que ces activités industrielles sont restées dans Paris très longtemps. C'est en 1968 que Panhard quitte le 13e arrondissement, qui était place d'Italie. Dans la fin des années 60, il y avait encore les raffineries Say, à place de Rungis, dans le sud du 13e arrondissement, et donc la transformation de la totalité du territoire urbain en un territoire dépourvu d'industrie est relativement récente. En tout cas, il y a des gens qui sont jeunes depuis assez longtemps pour l'avoir vu. Mais on a zappé Haussmann, pour lequel vous avez une tendresse que nos auditeurs vont pouvoir constater dès maintenant. Alors oui, j'ai beaucoup travaillé sur Haussmann parce que c'est un personnage évidemment fascinant, central, qu'il se passe quelque chose d'important. Et puis progressivement, je me suis détaché de l'admiration collective et un peu pavlovienne, en travaillant un peu de plus près sur le fonctionnement du personnage. Et parce que, il faut dire, dans l'historiographie, à nouveau je reviens à ce point qui me paraît assez important, l'historiographie récente a fait des progrès considérables aussi sur ça. Alors, Haussmann, c'est un personnage qui a eu beaucoup de chance. D'abord, il a eu la chance que Napoléon III, son maître, soit renversé par la République et que la République ait fait de Napoléon III l'abomination absolue de ce que le régime politique avait pu être avant que la République arrive. Donc, exit Napoléon III, c'est toujours mieux de mettre en valeur un laïc, j'allais dire, un ministre ou un fonctionnaire.
Il y a un peu le même phénomène sous la troisième avec Colbert par rapport à Louis XIV, ou Richelieu avec son maître Louis XIII. Ça, c'est de bonne guerre, mais l'historiographie républicaine fait un sort à Napoléon III, jusqu'à la tentative de réhabilitation du fameux Philippe Seguin, mais elle n'est pas gênée par Haussmann, qui est un personnage qui aujourd'hui serait sur l'échiquier politique à l'extrême droite. C'est ça qui est assez étonnant. Et notamment un grand maire de la banlieue qui réfléchit dans les années 20, qui est André Morizet, dont la descendance a fait un peu de politique, fait un livre pour dire, Haussmann, c'est formidable. Alors, il est pourtant plutôt marqué à gauche, mais il dit, c'est un gars qui donne un coup de pied, on avance, on trace une rue, on y va. Donc c'est assez fascinant de ce point de vue-là. La deuxième chance qu'a eu Haussmann, c'est qu'il a écrit ses mémoires avant sa mort, qui ont paru en 1891, à un moment où tous les acteurs sont morts. C'est-à-dire personne ne peut plus le contredire. Et donc, évidemment, dans ses mémoires, il fait ce que font tous les gens qui écrivent leurs mémoires, et c'est pas une critique dans ma bouche, il dit « je suis un type formidable ». Et si j'avais pas été là, qu'est-ce qui serait passé sans moi, voilà. Et donc, tout le monde en prend pour son grade. Et puis, naturellement, il raccourcit, il invente, et surtout, à moins qu'il ait perdu la mémoire, il ment. C'est-à-dire que on a eu des découvertes d'archives dans les années, fin des années 90-2000, où on est tombé sur les archives d'une famille qui avait gardé les archives de l'ancêtre, qui était un personnage totalement absent de l'histoire de Paris, le comte Siméon, qui raconte qu'il a été nommé par Napoléon III pour transformer Paris, avant Haussmann. Et donc, progressivement, en travaillant non seulement sur la richesse dont je parlais tout à l'heure, intellectuelle des années 20, 30, 40, sur tout ce qui avait été écrit sur la possibilité de transformer Paris, sur la question du percement, sur la question des expropriations. Tout ça amène à ce que Napoléon III, bien avant d'être empereur en réalité, et c'est là aussi assez passionnant, parce que la chronologie aussi a bougé. Il y a quelque temps, j'ai eu l'honneur d'être invité à faire une conférence inaugurale à l'Hôtel de Ville sur l'année Haussmann. Et l'année Haussmann, c'était 1853, parce que c'était considéré, si on prend l'historiographie traditionnelle, comme le moment du go, le top départ des travaux. Pas du tout, évidemment. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on veut comprendre la transformation de Paris, c'est évidemment Napoléon III qu'il faut remettre au premier plan. Louis-Napoléon Bonaparte, puisqu'on commence, ça commence en 49-50. La bonne date, elle est au début de la Deuxième République. Et ce qui est très passionnant, je trouve, si on se dézoome, c'est que le premier qui dit ça, comme par hasard, c'est un chercheur américain qui publie une thèse en 1953 sur ça. Pinckney, qui dit, écoutez, est-ce que c'est pas plutôt Napoléon III qu'Haussmann, votre affaire? Et donc, déjà, remettre un peu à sa place, si vous voulez, le patron et l'exécutant. Bon. Et puis, en regardant la période qu'avait beaucoup étudiée Michel Fleury, justement, des années 50, toutes les idées de transformation, c'est-à-dire le montage financier qui est quand même assez redoutable, et surtout le montage juridique et législatif, tout ça, c'est la bande de loulous assez forbans qui entoure Louis-Napoléon Bonaparte, dont le fameux Persigny. Très intéressant de penser qu'aujourd'hui, le comte de Persigny, qui est un personnage alors on pourrait faire des romans, n'a aucune biographie. Personne n'a écrit sur ce personnage depuis maintenant fort longtemps, sinon 1 ou 2 articles introuvables. Et donc, c'est Persigny qui invente le système qui va permettre de transformer Paris. Et puis, il cherche pour Napoléon III la personne qui va appuyer sur le bouton. Et il le raconte d'une manière très cruelle. Quand il rencontre le préfet de Bordeaux, Haussmann, il dit, voilà, j'ai trouvé le type qu'il nous faut, vulgaire, ne parlant que de lui, un vrai butor, je reprends ce terme quasiment à Persigny. Et il dit, c'est ça qu'il faut pour effrayer les bourgeois Louis-Philippards de Paris. Voilà. Et donc, il y a cette idée on y va, on culbute la ville. Et donc, Siméon, lui, est là pour l'esthétique. Le comte Siméon, il est nommé pour dire à Napoléon III, qui s'intéresse beaucoup plus à l'architecture qu'on ne pense, il faut faire plutôt ça que ça. Et on connaît aujourd'hui les archives de cette commission Siméon, qui réfléchit à les embellissements. Il garde le terme des Lumières. Il ne s'agit pas de moderniser, mais d'embellir. Et Siméon fait des propositions de percement. On a un plan qui est avant l'arrivée d'Haussmann, avec toutes sortes de percements, dont certains d'ailleurs ont été faits, d'autres n'ont pas été faits, et d'autres encore sont plus intelligents que les percements d'Haussmann. Voilà. Et donc, on découvre tout un pan de l'histoire de ce moment incroyable des années 50, 53, 54. Alors, dans les mémoires d'Haussmann, il est question du comte Siméon pour dire que c'est un crétin Louis-Philippard qui a été évacué par Haussmann dès qu'il arrive dans son placard. Ce qui n'est pas exactement vrai, puisqu'il est resté un petit peu plus longtemps, mais c'est sûr, c'est que Haussmann a progressivement fait passer l'énergie administrative, politique, militaire et technique, voire technocratique, à la place de la question de l'embellissement. Et c'est un moment de rupture de l'histoire de Paris, où c'est, au fond, une pensée d'ingénieur qui prend la place sur une pensée d'architecte, et où l'embellissement cède le pas à la modernisation. C'est pour ça que c'est si traumatisant.
en fait, cet épisode, à mon sens. Hein. Et ce traumatisme, il est révélé par la photographie. Paris, capitale de la photographie, bien sûr, hein, on le sait. Et ce qui est merveilleux, c'est que on a une couverture photographique extraordinaire, avant-après, qui est une commande d'Haussmann lui-même. Haussmann fait une chose qui, cette fois-ci, là, se retourne contre lui, c'est qu'il dit on va photographier l'horreur d'avant et le chef-d'œuvre d'après. Et évidemment, ça se renverse, puisque les photos du Paris d'Haussmann, on les a sous les yeux quand on se promène, c'est le Paris qu'on connaît, et puis le Paris nostalgique qui nous fait rêver, c'est ce Paris donc photographié par Charles Marville, recruté par la préfecture de la Seine pour cette opération. Et donc, on a une couverture photographique qui est absolument remarquable. J'insiste, pourquoi ? Parce que on les connaît tous, ces photos de Marville, plus tard complétées par celles d'Adjet, mais c'est en allant à l'étranger qu'on mesure la chance que nous avons. Moi, il y a quelques années, j'ai eu la chance de faire un colloque à Berlin, d'intervenir dans un colloque de la Technische Universität sur justement les transformations de Paris contemporaines, les transformations du Grand Berlin de Guillaume. Et mes amis allemands ouvraient des yeux, de plus en plus grands, au fur et à mesure que je défilais des photos de Marville en me disant, bon, c'est un petit rappel de... Voilà. Et en fait, il m'expliquait qu'il n'avait pas du tout l'équivalent. En fait, ce qui veut dire quand même qu'il y a eu très tôt le sentiment de la perte de quelque chose. Voilà. Et c'est ce qui va aboutir progressivement aux sociétés d'amis des monuments parisiens, à la commission du Vieux Paris, qui est une création de l'administration en 1898, qui est de dire, au fond, Paris est aussi un trésor du patrimoine. Et attention à pas aller trop fort avec la vieille dame. Et Haussmann lui-même le sait très bien, puisqu'il a passé son temps à essayer de démolir en douce des choses qu'on lui avait interdit de démolir. C'est Napoléon III, je rappelle toujours ça parce que c'est quand même très frappant, je trouve. C'est Napoléon III qui l'empêche d'élargir le quai de Conti en démolissant la bibliothèque Mazarine et le pavillon qui fait son pendant face au Louvre, qui est un des monuments les plus importants de l'histoire de l'architecture française du XVIIe. C'est quelqu'un qui n'a aucune sensibilité et à qui on donne vraiment le pouvoir d'intervenir sur la ville. Et Napoléon III, plusieurs fois, est obligé d'arrêter les chevaux. Et d'ailleurs, finalement, il le renvoie. En 1870, c'est pas la chute de Napoléon III, il le renvoie pour des raisons qui sont liées plutôt à la politique et aux élections que Napoléon III ne gagne pas complètement au début de l'année 70. Donc voilà, il y a là un moment, je crois, qui doit être regardé peut-être de manière un peu différente. On trouve beaucoup de littérature qui vous disent voilà, il a créé tous les parcs de Paris, il en a enlevé plus qu'il n'en a créé. Par exemple, si vous faites la balance, elle a été faite dès les années 1930 par des historiens. Ça, c'est très peu connu, par exemple. Et donc, voilà, il faut rappeler ça. Il y a aussi des gens qui vous disent il a construit 80 000 immeubles. Alors, j'aime beaucoup cette déclaration qui a été écrite par d'excellents collègues, parce qu'à Paris, aujourd'hui, il n'y a que 80 000 parcelles. Donc, déjà, ça paraît quand même curieux, mais surtout, il n'a rien construit. C'est un préfet, donc il a fait tracer des rues, et puis ensuite, les terrains ont été vendus. Donc, là, il y a une espèce comme ça de surhomme qui surgit et qui synthétise et forme le passage dans l'histoire de Paris d'un monde à un autre. Alors, c'est sans doute passionnant sur le plan historiographique, mais je crois qu'il faut vraiment regarder les choses de manière un tout petit peu plus sérieuse. La transformation haussmannienne de Paris n'a pas été complète. Elle s'est arrêtée où ? Qu'est-ce qui n'a pas pu être continué à cause de la guerre et à cause des 5 milliards de francs or qu'il a fallu payer aux Prussiens ? Alors, c'est une question qui m'a passionné il y a très longtemps. C'était que, pareil, de la même manière qu'on nous disait, voilà, toutes les rues de Paris tracées par Haussmann. Ah bon, très bien. Puis on se promène, puis on voit des immeubles avec marqué 1880, 1890. Alors on dit, tiens, c'est quand même bon. Alors en fait, il y a trois voies de l'haussmannisme. La première voie, c'est ce qu'il a fait intégralement de son vivant, si j'ose dire, du temps de sa splendeur. Un exemple, le boulevard de Sébastopol, qui était prévu avant lui, qu'il fait intégralement de la Seine jusqu'au cours, justement, au boulevard du cours de Louis XIV. Le boulevard Saint-Michel a été fait intégralement sous le Second Empire, avec des destructions insensées. Bon, ça, c'est par exemple le nouveau Cardo, nord-sud. Ça, c'est complètement Haussmann. Mais une chose qu'on lui attribue assez volontiers, l'avenue de l'Opéra, en fait, c'est 2 petits morceaux. Donc, la deuxième catégorie des voies haussmanniennes, c'est celles qu'il a dessinées, commencées et qui ont été terminées très tranquillement par la Troisième République, qui, après avoir agoni, évidemment, Napoléon III a fini le plus possible le plan, parce que quand vous avez un quartier qui est renversé et puis une rue qui est à moitié tracée, il n'y a pas beaucoup de solutions que de finir le travail. Et puis il y a une troisième catégorie,
qui est complètement sorti de l'histoire de Paris et qui m'avait beaucoup passionné, parce que là, il faut aller chercher dans les plans des archives qui étaient à l'époque encore conservés dans les services techniques qui se trouvaient dans un immeuble qui maintenant n'est plus un bâtiment administratif, le centre Morland, ce grand bâtiment de la Prade au métro Sully-Morland. Et donc là, il y avait les fonds de plans qu'utilisaient encore les ingénieurs de la mairie de Paris. Et là, on trouvait les plans des voies qu'il avait prévues et qu'il n'a pas fait du tout. Et là, on a un peu des sueurs quand même, parce que moi, je me souviens d'un collègue qui me disait, mais il a quand même sauvé le Marais. Ben non, il n'a pas sauvé le Marais, il n'a pas eu le temps de le raser. C'est pas tout à fait la même perspective historique. Alors voilà, donc il y a beaucoup de ces voies qui sont peu connues. La plus spectaculaire que j'ai retrouvée, c'est la rue de Solferino, qui, vous le savez, aujourd'hui a un petit tracé qui va de la Seine au boulevard Saint-Germain. Et en fait, elle devait aller jusqu'à Montparnasse, parce que c'était la logique. On traversait la Seine et on devait aller vers des points de circulation comme une gare. Et donc, sur la route de cette rue de Solferino prolongée, comme on disait, il y a l'hôtel de Matignon, par exemple. Parce que c'était pratique d'exproprier une seule maison avec un très grand jardin qui permettait de faire la nouvelle voie avec ces rangées d'immeubles de part et d'autre. Donc tout ça fait qu'effectivement, l'hosmanisme, c'est un inachevé. André Chassel disait souvent qu'on avait aimé cette haussmanisation jusqu'à plus soif, parce que justement, on l'a poursuivi tant qu'on a pu. Le cas le plus célèbre de la contradiction ultime de l'haussmanisme, c'est justement la prolongation de la rue de Rennes jusqu'à la Seine. La rue de Rennes, si vous êtes observateur, elle commence au numéro 44. Et donc, le numéro 2, il aurait dû se trouver à la place de la monnaie de l'Institut, ou plutôt exactement entre les deux. Je ne sais pas ce qui serait resté des deux bâtiments. Et la fameuse voie Étienne Marcel prolongée, qui devait donc défoncer le Marais. Alors ça, c'est le moment où l'administration du département à l'époque de la Seine, c'était pas encore la mairie de Paris, comprend qu'on ne pourra plus achever le plan, parce que la patrimonialisation de Paris, la perception du patrimoine parisien fait que les Parisiens disent stop, en fait. Et là, la société civile reprend le dessus. C'est un moment assez fascinant où des écrivains, des architectes, des poètes disent stop. C'est fini, l'haussmanisation, on passe à autre chose. Et ça s'est joué dans les arrière-cours du 6e et du Marais. L'idée, pour ce qui est de la sauvegarde du Marais, l'idée était que de l'avenue de l'Opéra à l'avenue Beaumarchais, il y ait une seule grande avenue. Donc on crevait à la fois le quartier des musiciens, c'est-à-dire entre la place des Victoires et l'actuelle avenue de l'Opéra, et on crevait en même temps, joyeusement le Marais. Alexandre Gardit, je vous propose que nous marquions une pause qui nous permette de nous redonner des forces et que nous repartions avec vous sur notamment les progrès de l'historiographie, notamment l'augmentation de la production littéraire et sociologique sur Paris, et aussi sur quelques questions qu'on pourrait, je pense, aborder par thème, c'est-à-dire, sans vouloir offenser personne en les mettant ensemble, l'église et le métro, enfin les églises et le métro. Alexandre Gardit, merci.